Mohamed Si, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour nous présenter, nous citerons ces mots d'Aldous Huxley concernant le conditionnement social. Tout ce qui permet d'endormir la lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Nous sommes un groupe qui tente de rallumer cette lucidité au sein d'abord de cette population sénégalaise et qui se voit contraster avec cette apologie de la légèreté dans nos médias courants. La démarche dans laquelle nous sommes est de donner un auditoire aux personnes qualifiées dans le but d'aborder avec eux plusieurs thématiques sociales, économiques, religieuses, politiques, à travers des échanges fluides, transparents, en vidéo et en leur posant les bonnes questions. Je rappelle que vous n'avez pas le droit d'utiliser votre téléphone et que tous les mots que vous allez dire ici ne seront pas retenus contre vous et que, en réalité, aujourd'hui, on est juste au rendez-vous de la connaissance. Et donc, il faudra juste poser les bonnes questions et y répondre normalement avec le plus de sources possibles pour que notre auditoire puisse comprendre et puisse aussi poursuivre la recherche par rapport à cette question. C'est bon? Oui. Allons-y donc, présentez-vous succinctement. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je tiens en compte déjà le moment de l'interview, mais aussi en même temps, je tiens en compte tout ce qui va avec le fuseau horaire. Euh, je pense, Inch'Allah, que cette vidéo sera même vue jusqu'en Australie. Donc, bonjour, bonsoir. Donc, moi, je me présente, c'est Mohamed Si. Donc, je suis un être humain d'abord. On se doute bien. Je pratique l'ingénierie. Je pratique l'ingénierie. J'ai écrit un essai et j'aime tout ce qui tout ce qui est en contact avec l'art ou les connaissances. Merci de nous honorer de votre présence. Mais je vous remercie vous aussi. Vraiment, je pense que cette chaîne est une bonne initiative, surtout une initiative de la jeunesse. Parce que là, j'ai vraiment pas du tout hésité de vous donner l'exclusivité du premier interview que je fais à travers ce livre, mais aussi à travers ma personne. Justement, cui bono. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, je dirais plus cui bono. Cui bono. Cui bono, ça veut dire à qui profite-t-il. À qui profite-t-il? Ça vient d'un juge qui s'appelle Julius Cassius. Ce juge, en vrai, était considéré comme l'un des meilleurs juges au monde en ce temps-là. Et à chaque fois, lorsqu'il avait lorsqu'il jugeait quelqu'un, la première question qui se posait, c'était à qui profite ce crime. Et j'ai trouvé vraiment que c'était une locution assez intéressante pour décrire le livre, mais aussi en même temps, Cicéron l'avait utilisé lorsqu'il était du moins en procès. Donc il avait réclamé au juge, euh, je demande que l'on fasse entrer du moins la sentence de Lucius Cassius, et c'était en référence à cui bono. Donc en gros, ça veut dire à qui profite, ça vient de là-bas, et à qui va profiter tout ce qui est connaissance, tout ce qui va participer à la déconstruction de, des connaissances, de nos connaissances. Comme je dis à chaque fois, ce livre est fait pour vous apprendre, ou qui prétend de vous apprendre à les apprendre. Justement, donc, cui bono, cui bono. À qui profite, cui bono. Quelle est votre cible en écrivant ce livre? Donc, à qui profite
Kuibono. Bon, de toute façon, ça profite, ça doit profiter, ça devrait profiter. En vrai, c'est deux sens. C'est deux sens. Ce terme-là, c'est deux sens. Déjà, à qui profite par rapport à cette cible-là dont vous m'avez posé la question. Il y a la partie où plus la jeunesse est beaucoup plus ciblée, mais aussi en même temps, elle est un peu intergénérationnelle. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir rallumer la flamme qu'il y a, c'est de pouvoir rallumer, c'est de pouvoir encore, comme on le dit dans le monde soufi, c'est de pouvoir rallumer l'âme de la personne. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ça. Maintenant, l'autre côté, l'autre sens du entre guillemets art qui profite, c'est beaucoup plus par rapport aux 9 thèmes que j'ai développés au niveau de ce livre. Pouvez revenir sur les thèmes? Bon, je termine s'il vous plaît. Par rapport à ces 9 thèmes, donc toutes les problématiques dont j'ai développé, à qui va profiter ces problématiques-là. Donc du coup, c'est dans ce sens-là aussi, ce nom, cette locution. Bon, j'aurais bien aimé que cela soit une locution purement Wolof, purement peut-être, en tout cas africain. C'est ça. Oui, c'est une question qui peut se poser en tant que pseudo-panafricain. C'est une question qui peut se poser. Pourquoi le choix du latin? Et pourquoi pas le choix d'une langue, je sais pas, bantou ou wolof? Bon, déjà, c'est juste par rapport au contexte. Hein. Pour moi, toute l'humanité, nous ne sommes qu'une seule communauté. Je trouve que nous ne sommes qu'une seule communauté. Nous ne devons pas être, bon, dans ce qu'on appelle entre guillemets le racisme, parce que je pense que déjà le fait de se dire panafricaniste, à mon avis, à mon égard, reflète un peu un aspect raciste. Mais c'est pour cela, et aussi bon, on sait tous que la culture grecque, l'histoire grecque et l'empire grec a marqué aussi en même temps l'humanité. Bon, même s'il y a un peu de divergences par-ci par-là, peut-être on en parlera lors de l'interview. La politique d'une humanité commune, elle est tout à fait africaine, on va dire. Ubuntu, vous connaissez? Ouais. Parlez-nous d'Ubuntu, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, peut-être je dirais que je veux en parler, hein, je ne veux pas en parler. Pourquoi? Parce que lorsque j'en parle, ça va amener l'aspect... l'Africain est toujours dans la logique de se dire que j'ai toujours été laissé en rade. J'ai été colonisé. Il y a le néocolonialisme là. Donc je veux pas vraiment, à travers cette interview aussi, être trop radical par rapport à ça, parce que encore une fois je le dis, l'objectif, les cibles, non, ce ne sont pas juste les Africains, parce que comme je le dis à chaque fois, c'est ce qui, comment on appelle ça, c'est ce qui schuld, comme on dit en allemand schuld, c'est-à-dire que c'est ce qui met des carcans au niveau, c'est ce qui met des carcans aux Africains, c'est les mêmes qui mettent des carcans aux peuples occidentaux et aux peuples occidentaux de manière générale, mais aussi particulièrement en Amérique du Sud. Parfaitement d'accord. Revenons au livre. Le processus d'écriture. Quelle était la partie la plus dure à écrire? D'où est venu le plan? D'où est venu le plan? Si vous voulez que je commence par quoi? Déjà les thèmes, ou bien comment a été structuré le livre? La structure de l'œuvre. Ok. Bon, déjà la structure de l'œuvre, bon, j'ai voulu innover. Moi, c'est l'une de mes, c'est l'une des choses que je tiens à cœur, c'est que je veux tout le temps être dans l'innovation. Je veux tout le temps innover, amener quelque chose de nouveau à chaque fois. C'est pour cela même certains de mes amis, en ma qualité de pratiquant d'ingénierie, me mettent un peu entre guillemets, en comparaison à Elon Musk, même si bon, je trouve que c'est deux personnes différentes, deux générations différentes, deux cultures différentes, et aussi je ferai mieux qu'Elon Musk, Inch'Allah. Donc, par rapport, pour revenir à votre question,
le livre est structuré déjà par le chiffre 3. Le chiffre 3, pour moi, en vrai, est un chiffre mystique. Chiffre mystique déjà parce que moi personnellement, j'ai comme idole, j'ai comme maître, parce que je suis de confession musulmane, j'ai comme idole maître le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et donc lui, il était une personne qui aimait en fait le chiffre 3, qui aimait les chiffres impairs, en particulièrement le chiffre 3. Donc par rapport à ça, nous avons en vrai trois mots sur l'auteur, trois préfaces. Nous avons aussi, après ces trois préfaces-là, un mot par rapport à tout ce qui reflète le livre. Et aussi en même temps, nous avons 9 thèmes. Donc ces 9 thèmes sont organisés par 3. Donc il y a 3 thèmes. Après chaque 3 thèmes, il y a un poème. Après chaque 3 thèmes, un poème. Et à la fin, il y a une liste en fait de livres qui est proposée au lecteur afin qu'il puisse lui aussi partir à la quête de connaissances. Parce que moi, je le dis, je ne suis pas dans la logique de parler avec des gens qui ne font que consommer. Et je pense que ça, on en reparlera lorsqu'on sera au niveau du système éducatif. Mais aussi, on en reparlera lorsqu'on sera dans l'économie ou dans la partie expérience. D'accord. Quelle partie quel chapitre en particulier est à lire vraiment et à relire? À lire et à relire, tous les chapitres sont à lire et à relire. Maintenant, peut-être c'est le chapitre qui me marque le plus, ou bien je dirais 2 qui me marquent le plus, c'est le vol des gouvernements, l'inflation, le vol des gouvernements et le système éducatif, la création de bibliothèques décérébrées. Je pense que ces deux thèmes sont les thèmes principaux. Ces thèmes-là, je dirais, c'est ces processus qui nous ont amenés aujourd'hui à ce qu'on appelle la crétinisation de l'être humain. Mais dans l'ouvrage, il y a une certaine tendance à l'offensive. On va dire ça comme ça, il y a bipède décérébré, industrialisation de l'abruti. Pourquoi ce style-là? Vous savez, on est en face d'un système. Bon, entre parenthèses, lorsque je parle de système, je ne parle pas du système d'un opposant que nous connaissons ici au Sénégal. Moi, je parle d'un système beaucoup plus large et beaucoup plus aigu dans le sens du terme. Et si tu te mets en face d'eux, il faut vraiment en fait être offensif. Il faut être clair et net. Il faut que les gens sachent que qu'on n'est pas en train de jouer. C'est des générations qui vont en périr intellectuellement, qui vont en périr physiquement, qui vont en périr psychologiquement. Et je pense peut-être on en reparlera beaucoup plus. Je ne veux pas trop anticiper sur certaines choses. Mais c'est ça en fait. Je ne suis pas quelqu'un de violent de nature. Je prône d'abord la paix avant tout. De toute façon, comme je l'ai dit tantôt, je suis de confession musulmane. Et qui dit musulman, qui dit l'islam, dit paix. D'accord. L'expérience. C'est juste une requête. J'aimerais juste, comme que j'ai parlé des, comment on appelle ça, des différentes parties du livre, quand même à travers ça remercier certaines personnes qui m'ont aidé et qui ont écrit des mots sur l'auteur, particulièrement ma sœur qui se dénomme Alia aussi, un ami de longue date qui s'appelle, 2 amis même de longue date, dont Mohamedou Bachir Diané et Thierno Matar. Mais aussi en même temps Yaïdien Nebenguer et un de mes anciens professeurs, M. Pape Amadou Mangal. Donc je tiens à les remercier
par rapport à ça, mais aussi en même temps, bon, tonton Amardia, lui aussi je lui fais un petit coucou, parce que vraiment, je dirais que ça a été un mentor, et je dirais plus mon père aussi. Donc, bon, par rapport à mes parents, ça, je ne pourrais pas les remercier. Merci. Donc, c'était ça. Je m'excuse de vous avoir. Aucun problème. Je reviens à ma citation. L'expérience telle qu'elle se déploie elle-même dans le temps présente trois principaux niveaux. Le niveau de la matière, le niveau de la vie et le niveau de l'esprit et de la conscience, respectivement le sujet, problème de la physique, de la biologie et de la psychologie. Ok. La phrase vient de qui? Bon, naturellement, cela vient de moi, du livre Cui Bono. C'est dans la partie l'expérience, l'expérience, une folie de grandeur. Vous savez, j'ai longtemps écouté des gens, j'ai longtemps lu des gens parler d'expérience, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans la vie courante. Et à chaque fois, moi, comment on appelle ça, j'ai toujours eu une vue différente de ce qu'ils disent, de ce qu'ils prônent. Maintenant, là, on parle entre guillemets, de trois expériences. L'une des expériences est purement biologique, c'est l'expérience de la vie. C'est l'expérience de la vie, c'est-à-dire, moi, lorsque je rencontre aujourd'hui, lorsque je vous rencontre vous, lorsque je rencontre l'autre, qu'est-ce que cette personne m'apporte en tant qu'être humain. Parce que comme je dis encore une fois, ce qui me permet moi de me construire, moi Mohamed Si, ce qui me permet de me construire, c'est celui que je rencontre. C'est l'échange que je fais. Là, je suis en train d'apprendre à travers vous, votre interview. Vous me posez des questions. Je suis en train de tester ma ou mes connaissances. Et le fait de tester ses connaissances ou ma connaissance, même si j'aime pas trop, c'est vrai que je parle trop de moi, mais je me dis que moi, comme je dis encore une fois, je suis de confession musulmane, donc je trouve que cette connaissance aussi, elle vient du Tout-Puissant. Donc ça, par exemple, sur l'aspect de la vie, ça c'est une expérience à ne pas négliger sur le plan biologique. Il y a l'expérience aussi religieuse. L'expérience religieuse, je dirais plus l'expérience spirituelle. L'expérience spirituelle, cette expérience-là, elle se fait où elle s'entraîne entre guillemets à travers ce qu'on appelle dans la religion, bien bon, dans le din, l'islam, parce que j'aime pas trop qu'on dise religion, dans la partie iman. Parce que vous savez, il y a comment on appelle ça? Il y a trois niveaux dans l'islam. Bon, c'est l'islam en tant que tel, il y a l'iman et il y a l'ihsan. Donc, je dirais beaucoup plus, c'est cette partie-là, l'iman et un peu la partie ihsan, qui te permet d'avoir une vue spirituelle, qui te permet d'avoir une expérience spirituelle, une expérience religieuse si vous voulez. Et cette expérience religieuse-là aussi, tu l'as en pratiquant en fait l'islam, mais aussi en même temps en pratiquant toutes sortes de, entre guillemets, religions, et ça te permet en fait d'atteindre un niveau spirituel élevé. Donc ça aussi, elle est extrêmement importante. Bon, j'aimerais peut-être beaucoup plus développer, mais je veux encore une fois, à chaque fois, que cela soit à même niveau avec les gens avec lesquels je parle. Donc je pense en gros c'est ça. Et il y a une autre expérience qui reste, c'est l'expérience physique. Bon, là, on est beaucoup plus dans un domaine scientifique. Et ne pas entrer dans ce qu'on appelle le scientisme, c'est-à-dire avoir comme religion la science. Donc là, on est beaucoup plus dans une expérience purement laborantine, si je peux l'appeler. C'est-à-dire, je donne juste un exemple rapidement. Je suis responsable de recherche et développement. Donc, lorsque je suis en R&D, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, en ayant un microcontrôleur, je teste en fait ce produit-là pour voir ce que ça va donner. Le fait de tester ça au fur et à mesure sur le long terme,
me permet d'avoir en fait des séries de données qui me permettront d'avoir une expérience par rapport à ce produit-là. Et à la sortie de ce produit, bah, cette expérience-là va me permettre aussi en même temps d'avoir une bonne maintenance de ce produit-là. On peut donner aussi des exemples aussi sur le plan chimique. On peut aussi donner des exemples. Parce que lorsqu'on parle de physique, ce n'est pas juste la physique en tant que telle, comme matière à l'école, bien à l'université. On parle de physique en termes de science, sur tout ce qui est palpable, sur tout ce qui est observable, sur tout ce qui est observé, mais aussi sur tout ce qui est observé par l'être humain. Donc, je pense en gros c'est ça que je peux résumer ces expériences-là. J'aurais aimé vraiment beaucoup plus entrer en profondeur, mais comme j'ai dit encore, je tiens en compte aussi en même temps le public aussi qui m'écoute, et aussi en même temps, bah, il y a le livre, et cela permettra aussi de pouvoir beaucoup plus comprendre en profondeur. Puisqu'on est dans le domaine de la présentation, quelle est votre expérience? Est-ce que c'est un mix de toutes ces expériences? Parce qu'on dit souvent que l'individu a l'âge de ses préjugés. Si on a 25 ans, on a 25 ans de préjugés. Et que l'expérience aussi permet aujourd'hui de tester tous ces préjugés-là par des procédés. Et donc aujourd'hui, quelle est l'expérience de Mohamed Sy? Bon, déjà, pourquoi en fait ces trois types d'expériences en vrai, ça amène la logique de transdisciplinarité. Je pense que ça, on en parlera aussi après. C'est-à-dire que l'être humain est fait de telle sorte, avec ses différents sens, avec ses différents airs, à travers les 52 airs de Goldman, d'avoir accès à plusieurs connaissances, mais aussi en même temps, ces connaissances-là lui permettent de pouvoir, comment on appelle ça encore, lui permettent de pouvoir faire des synthèses par rapport à certains domaines qui ne sont même pas affiliés à un domaine bien défini. Ou de créer des raccourcis. Exactement, ou de créer des raccourcis. Donc, je peux en donner beaucoup d'exemples, mais aussi en même temps des anecdotes. Ce que le prophète Mohammed avait dit, mais aussi en même temps dans le Coran. Lorsqu'on disait, bon, vous me permettrez peut-être de le dire en Wolof, c'est-à-dire que benn puso xam-xam comme benn xam-xam bu nekk ci àdduna benn puso la puso boo xamante ne boo ko dugalee tey bi ñu ko dugal tey ci géej wala ci ndox dugal ko yëkkatiwaat goutte boobu noonu c'est-à-dire que goutte ndox boobu noonu di des tarfa lu doy ni tarfata ay nin boobu noonu loolu noonu mooy représenté xam-xam bu nekk yépp ci àdduna bi par rapport ak xam-xam bu existé géej bi mooy représenté xam-xam bu existé suñu waxee géej on sait que géej am na limite mais ñun ñu ngi koy gisee mooy amul limite et donc du coup xam-xamu goutte bi mooy xam-xam bi nekk ci àdduna bi yëpp et donc je ne peux pas moi me permettre en fait de me dire que oui je suis expérimenté je dois tout le temps être en cogito ergo sum. En fait d'expérience cogito ergo sum. Et souvent même on dit en wolof que dëgg puso la puso bu réer la mag mën na ko for comme xale mën na ko for donc ça déconstruit aussi ces idéaux de on est jeune ou on ne l'est pas, on n'est pas assez expérimenté. Comme je te dis tout à l'heure, l'individu n'a que l'âge de ses préjugés. Et donc si on a 80 ans de préjugés non fondés, celui qui en aura 20 de préjugés plus ou moins fondés passe. Ouais. Et bon, on peut même en donner un exemple assez intéressant qui me vient à l'esprit comme ça. On prend l'exemple, même si peut-être ça va un peu être en rapport avec l'éducation et autres. De toute façon, c'est un exemple par rapport à l'expérience. Supposons qu'on est dans... Moi, je vais prendre d'abord l'exemple que j'ai vu par rapport à des enfants chinois. Après, les enfants chinois sont mis en rang. Moi, je m'excuse de parler de chinois, ce n'est ni en fait, comment on appelle ça, ce n'est pas un acte de racisme ni quoi que ce soit, c'est juste un exemple que je donne, avant que certaines personnes pensent que, voilà. Donc du coup, ils sont en rang, et qu'est-ce qui se passe?
C'est-à-dire qu'ils ont tous un bol. Supposons qu'ils sont 5, 8 personnes. Au niveau de ce bol, il y a en fait des céréales. Et ces céréales, celui qui est devant prend le bol de céréales et met ça et donne ça à l'autre c'est-à-dire il a toujours son bol, mais il déverse les céréales au niveau de l'autre bol. Ainsi de suite, jusqu'à la 8e ou la 5e personne. Mais on se rend compte, au niveau des 2 dernières personnes, qu'il n'y a plus de céréales. Il n'y a plus de céréales. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose avec l'expérience, une mauvaise transmission de connaissances, une mauvaise expérience entre guillemets. Parce que ces céréales représentent des connaissances, et ces connaissances-là vont s'effriter à travers tout le circuit. Comme un téléphone arabe, quoi. Voilà, exactement, comme un téléphone arabe. Et donc, du coup, ça devient un problème, et c'est ce que nous vivons en ce moment. Personnellement, de manière personnelle, c'est quoi son parcours? Puisqu'on parle d'expérience. Sans pour autant le définir dans un carcan, on sait un peu qu'on est dans la disruptivité, on va dire ça, on est dans la disruption. Donc il faut sortir de ce carcan-là. Mais comme je dis, l'histoire personnelle de l'individu montre aussi très souvent, on n'est que le fruit de nos histoires, quoi. L'histoire personnelle montre très souvent la posture de l'individu par rapport à certains combats, certains partis pris. Là, comment on appelle ça, vous m'avez piégé. Parce que bon, Mohamed VI, c'est déjà de base. J'aime pas. Bon, je suis né le 27 mai 2000, l'anniversaire grégorien. Parce que pourquoi je précise l'anniversaire grégorien, c'est que je ne me base pas sur ce calendrier-là. Moi, je me base, je pense que ça se verra même sur le livre, je me base sur le calendrier purement lunaire. Donc, je pense qu'après, on aura une autre interview, ou bien voilà, on aura le temps d'en parler peut-être, si le temps nous le permettra, par rapport à tout ce qui est par rapport au temps et par rapport au calendrier, mais particulièrement côté musulman et autres. Donc oui, donc je disais que je suis né le 27 mai 2000 à Dakar. Donc je viens d'avoir 23 ans, 24 ans lunaire. Moi, c'est ça que je retiens. Je suis né dans une famille stable. C'est important, c'est extrêmement important ce mot-là, la stabilité. Parce qu'on ne vit plus comme ça malheureusement. Il y a, comment on appelle ça encore, les divorces qui se multiplient. Il y a malheureusement le problème avec l'immobilier, les gens qui à chaque fois déménagent, donc changent d'amis à chaque fois, mais aussi il y a aussi l'avènement des technologies. Donc il n'y a plus de discussion entre parents et enfants, et même entre frères et sœurs. Donc alhamdulillah, moi je suis né dans une famille très stable, alhamdulillah, inshallah, là où on débat, on discute. Mon père a toujours eu une fibre très patriotique. S'il m'écoute, il sait bien ce que je dis. Et il nous a très tôt mis dans des conditions où on devait nous débrouiller seuls. Donc parler, comme je vous donne l'exemple, faire des colonies de vacances. Donc aller apprendre le Coran. Donc on était dans des conditions où, en tout cas, je me dis que c'était des conditions pour ne pas trop être dans une vision purement spirituelle, mais on était quand même dans de bonnes conditions. Et je pense que ça, c'est extrêmement important pour la stabilité sur le plan psychique, sur le plan psychanalystique de l'enfant. Et c'est une chose quand même qui m'a, je dirais, qui m'a marqué, qui me marque et qui m'a construit.
Et je pense que ça a été ça. Donc, en gros, j'ai eu l'amour d'une mère et d'un père, dans le bon sens du terme, pas comme aujourd'hui où on a maintenant, je vais peut-être un peu après chahuté dans les commentaires, mais deux mères maintenant, on a deux mères maintenant, on n'a pas un père et une mère. Non, c'est ça, c'est exactement ça, parce qu'il y a ce qu'on appelle une crise de la masculinité de nos jours, et c'est assez dommage. Donc, c'est ça, donc je suis né dans une famille de cinq enfants. Donc, de cinq enfants, j'ai deux frères, une petite sœur et un petit frère. Je les salue au passage, particulièrement Habib, je te salue. Donc, ça, c'est le Benjamin. Donc, ouais, comme j'ai dit, j'ai vécu dans une famille stable, on se parle, euh, on se lance des défis sur le côté positif. On débat, et comme je dis encore une fois, ça m'a beaucoup construit. Ça m'a beaucoup construit. Donc c'est ça, en gros, je suis aussi quelqu'un qui aime le football. Je pense que ça, c'est très connu. Et je pense que toute personne qui vit au Sénégal, qui est née au Sénégal, euh, est un amoureux du football. Même si il y a un de mes amis que je fais un coucou aussi, si c'est quand qui n'aime pas le football, ce qui est très 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 rare au Sénégal, qui est un pays de football. Donc j'aime le football, j'adore le football, même si maintenant je n'ai pas vraiment trop le temps de voilà que ça soit de regarder ou bien de le pratiquer comme je le faisais. Bon, même si là-bas aussi par rapport au foot il y a un hic là-bas qui permet aussi d'endormir les gens. Mais bon, ça, on en parlera. Donc, ouais, donc c'est ça. J'aime tout ce qui est connaissance. J'aime tout ce qui est connaissance. Euh, c'est ça, si je peux fêter comme ça, Mohamed, si c'est ça. J'ai tout le temps été aussi un enfant, je dirais, turbulent, dëgër en Wolof, têtu, très têtu. J'ai toujours été un enfant très têtu. Euh, c'est vrai qu'aussi à travers les autres personnes, j'ai l'air un peu timide, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas du tout. Bon, ça, peut-être, je le parle par rapport à mon environnement, école, et ainsi de suite. Euh, Même si après, j'ai un peu changé euh, après mes 17 18 ans. Voilà, j'ai un peu pris les choses en main. Euh, bon, être beaucoup plus responsable. Donc, en gros, si je peux le répéter, vous savez, il est très difficile de parler de soi. Il est très, très difficile de parler de soi. En tout cas, je suis humain, j'ai des défauts. Surtout ça, j'ai des défauts. Ça, il faut que les gens qui regardent ça, j'ai des défauts. Et je suis fier de ces défauts, parce que c'est ça qui m'a fait l'être humain que je suis. Quelle est votre conception de la philosophie? Ma conception de la philosophie, moi déjà, on est dans un monde où on nous dit de ne pas philosopher. Même si l'adage le dit, prima vivere dende philosophare, vivre d'abord, philosopher après. Et même dans le côté spirituel, on te dit même, lorsque tu as faim et qu'il y a la prière, mange d'abord et va prier. Et je pense que aussi la prière est une forme de philosophie. L'aspect que j'ai de la philosophie, moi, en tant que tel, c'est... Elle ne peut pas me donner la vérité en tant que tel. Ce n'est pas une source de vérité. Mais elle peut me permettre d'aller à la quête de cette vérité. Maintenant, après, c'est vrai, il y a différents types de philosophie. Ces différents types de philosophie aussi, dans le livre, ont été développés. Et j'ai montré en fait leurs limites. Mais aussi en même temps, c'est vrai que je n'ai pas développé l'aspect métaphysique. Et c'est ça, cet aspect-là qui est extrêmement important, l'aspect métaphysique qui se relie un peu avec le spiritualisme, entre guillemets. Et malheureusement, on est dans une logique. Les gens qui ont bâti ce système sont dans une logique
bon, ça, c'est ce qui ont bâti le système, c'est les satanistes, c'est les judéo, c'est l'alliance judéo-chrétienne occidentale. Ces gens-là font tout pour qu'on ne réfléchisse pas et pour que l'on comment on appelle ça, pour que l'on soit pas des êtres humains, pour que nous n'ayons pas d'âme. Parce que ce qui nourrit l'âme, c'est la réflexion, c'est la remise en cause, c'est la philosophie. Comme son nom l'indique, ça vient de Philéion Sophia. Donc c'est extrêmement important. Et si ça ne vous dérange pas, j'aimerais lire un texte dans le livre qui reflète un peu la question. C'est un texte même qui vient de Aldous Huxley, qui est un écrivain que j'aime bien à travers son livre Le meilleur des mondes. Vous me permettez? Allez-y, allez-y. Merci. Donc, bon, ça, c'est le livre, j'en profite. Justement. J'en profite, donc c'est le livre Cui Bono, Mohamed Sy. Je pense que peut-être après, on aura le temps je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais je dis pourquoi, en fait, il y a. Pourquoi cette balance-là? Bon, cette balance-là, c'est comme je vous expliquais avec le juge Lucius Cassius, on est dans une forme de justice, entre guillemets, mais dans une justice où, c'est comme le montre l'Antiquité, on est dans une balance, et au niveau de cette balance-là, c'est une balance déséquilibrée. Et cette balance déséquilibrée montre en fait cette inégalité qu'il y a au niveau de ce monde-là. Je ne suis pas contre l'inégalité, parce que c'est source de vie, mais je suis contre un fossé d'inégalité. Donc, Cui Bono est là, n'hésitez pas. Et surtout, j'insiste, que les gens ne l'achètent pas juste pour l'acheter. Je veux que les gens l'achètent pour le lire. Parce que, encore une fois, je le dis, ce livre est, comment je vais l'appeler, est un manuel de vie du XXIe siècle. Ce livre est un manuel de vie du XXIe siècle. Vous devez l'approprier. Encore une fois, et comme j'ai dit tantôt, j'ai 23 ans, je viens de l'avoir. Donc ce n'est pas l'âge qui définit quoi que ce soit, c'est l'expérience qui définit tout, si je reviens à votre question. Donc vous me permettrez de lire. Donc c'est à la page, bon après, de toute façon nous verrons au début, c'est à la page 26, donc c'est avant juste le commencement du livre. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif, si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de philosophie, pour répondre à votre question par rapport à la philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. C'est l'entre-parenthèse que je vous avais donné par rapport au football. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler parce que c'est un aspect extrêmement important, la sexualité de nos jours, à travers le plan de l'OMS, de l'Organisation mondiale, leur politique avec les ODD, Objectifs de développement durable, malheureusement, comme pays en Afrique,
nous-mêmes, nous faisons cette promotion-là, alors que c'est à l'encontre. En tout cas, ce qu'il y a derrière, c'est à l'encontre Des valeurs. des valeurs, effectivement. Donc, on mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Je m'excuse du temps que je prends parce que je veux que les gens écoutent ça de manière posée. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système. Je répète encore cette phrase. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système. Et donc, de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. L'homme de masse ainsi produit doit être traité comme ce qu'il est, un veau. Vous savez pourquoi un veau? En fait, d'habitude, c'est les veaux. Un veau d'habitude, en fait, il ne peut pas aller sans sa mère. Il est tout le temps au niveau des pattes de sa mère. Donc, partout où sa mère part, il part en même temps. Donc, c'est mettre en rapport, en exergue, avec l'être humain et la foule. Bon, l'effet moutonnier, c'est ça. C'est ça. En quelle année? L'année de... L'année de la citation. c'est en 1939. Pour faire la J'y vais. comparaison. Je reviens, j'ai pas encore terminé, si vous voulez. Allez-y. L'homme de masse ainsi produit doit être traité comme ce qu'il est, un veau. Et il doit être surveillé, comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste. Et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. Aldous Huxley, 1939, le meilleur des hommes. 1939, on est en 2023. Une situation qui paraît tout aussi actuelle par rapport au monde en tant que tel. Aujourd'hui, au caractère un peu conformiste, on va dire, de nos jeunes en général. C'est ce qui crée parfois une crise, souvent de la représentativité en Europe, en Afrique. On reviendra sur ces termes-là, mais qui paralyse. Peut-être juste vous corriger, pas de nos jeunes, juste, mais des grandes personnes. Parce que les jeunes apprennent des grandes personnes. C'est ces grandes personnes-là qui ont fait l'erreur. Moi, je le dis comme ça. C'est ces grandes personnes-là qui ont fait l'erreur ou bien de pratiquer ce qu'on appelle l'effet moutonnier. Et ça a aidé en fait une transition. J'aime pas que l'on pointe du doigt à chaque fois les jeunes parce que ils ont été éduqués quelque part, ils ont vu les grandes personnes parce que celui qui connaît comment en fait l'esprit de l'enfant fonctionne, c'est bien que l'enfant ne fait que copier. Donc je suis désolé mais Non, je comprends. je comprends et je vous rejoins sur ce point en disant que l'éducation aujourd'hui est le premier moteur de ce que les sociologues appellent aujourd'hui la socialisation primaire. Et on dit très souvent que l'enfant apprend en copiant. On dit aussi que l'enfant n'est que... Moi, je pense aujourd'hui même que la jeunesse est plus victime que coupable de tout ce qu'elle est en train de faire. Mais ça aussi, je pense qu'on va revenir sur. Effectivement, mais il ne faut pas trop se victimiser à chaque fois. Faut pas se victimiser. Ça revient même à la question de l'Afrique. Il ne faut pas toujours se victimiser. Effectivement. Il faut quand même apprendre à prendre son destin en main. Ça me permet de faire juste une petite transition. On a l'esprit critique qui est étouffé. Et donc, quelle est votre conception de l'esprit critique? Vous savez, il y a ce qu'on appelle les fact-checkers. Pour ceux qui connaissent, il y a les fact-checkers, c'est-à-dire que ceux qui essayent de vérifier si une information est bonne. Tous les fact-checkers qui existent sont des esclaves entre guillemets du système. Ils essayent de faire passer une information
ou bien en fait ils essayent en même temps d'étouffer les informations. Et ça me revient à la question des médias. Comme ce qu'avait dit Martin Luther King, du moins, je m'excuse, Malcolm X. Les médias peuvent rendre une personne innocente coupable et la personne coupable innocente. Donc, par rapport à cet esprit critique-là qui est étouffé, c'est d'abord les médias qui sont les premiers. Les médias. Les médias ont un grand pouvoir. Moi, je pense que c'est l'un des plus gros pouvoirs du XXIe siècle. Et c'est ce que disait Vunguen Diab. Vunguen Diab, c'était l'ancien général qui a combattu, qui a gagné les 3 plus grandes armées qui ont gagné le plus de guerres dans le monde, c'est-à-dire la France, les États-Unis et bon, les 2 plus grandes parce qu'après c'est, comment on appelle ça, oui c'est ça, les 3 plus grandes, c'est-à-dire la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc il disait en fait que lui, il n'a pas peur de la guerre, mais il a beaucoup plus peur de ce que les médias vont donner de la guerre. Si un tel général te dit ça, c'est parce que les médias ont un très gros pouvoir. Et ce pouvoir influe sur différents secteurs, influe, après on en parlera, sur l'économie, à travers le marché des actions, à travers les obligations d'État, à travers ce qu'on appelle les LBO, leverage buyout. Ça c'est des termes purement économistes. Donc, en vrai, c'est ça. Maintenant, par rapport à, encore une fois, l'esprit critique, bah, il y a ce qu'on appelle, moi c'est ce que j'appelle en fait les intellectuels de plateau, ou soit les intellectuels de plateau ou les intellectuels mainstream. Parce qu'il y a les Américains qui te disent les médias mainstream, c'est-à-dire, c'est comme ici par exemple, les médias qui sont au niveau des télé-shows, pas dire de nom pour... mais en tout cas, c'est les médias qui sont là. Et bon, ces médias-là, comment on appelle ça, c'est tout le temps les mêmes personnes qui y sont. Et ces mêmes personnes-là, on leur dit ce qu'ils doivent dire. Et même avant ça, bah, ce qui inhibe l'esprit critique, c'est le système éducatif que l'on vit. Parce que le premier facteur, c'est que lorsque tu es devant le maître, j'aime pas trop même le mot maître, parce que ça amène l'aspect psychologique de supériorité à travers l'esclavage et autres. Et ça commence de là-bas, tu poses une question, et le maître te dit, ou bien le professeur te dit, donc soit tu ne dois pas poser cette question, ou bien il fuit cette question en te montrant la suprématie qu'il a sur toi. Mais bon, je ne vais pas au système d'éducation, on va parler beaucoup plus en profondeur. Mais en vrai, en gros, c'est ça en fait les 2 problèmes de l'esprit critique, particulièrement au Sénégal, notre pseudo-culture. C'est-à-dire que nous avons une excellente culture, mais ce qui se passe en ce moment n'est pas une culture. C'est cela que je dis pseudo-culture. Ce qui reste de notre culture. Voilà, ce qui reste exactement de notre culture. Et je pense que ça aussi, il faudra qu'on en reparle. Mais aussi, une culture n'est jamais parfaite. Donc il y a des choses qui restent à voir et qui restent à mettre aussi en parallèle avec soit le christianisme ou soit l'islam. Bon, les deux bon, l'une est une religion et l'autre est un dîme, l'islam. Bon, après, peut-être qu'on en reparlera de cette différence. On est arrivé à ce moment. Voilà, comment vous évaluez aujourd'hui la pensée dans le monde musulman? J'amène, comment on appelle ça, ce qu'avait dit Iqbal. Maulana, exactement, Mohamed Iqbal, ou bien Sir Mohamed Iqbal, qui était un grand,
voilà, parce que je respecte vraiment, qui avait dit qui était un grand poète, qui était un très grand philosophe penseur, qui avait écrit La reconstitution de la pensée religieuse en islam, qui, à mon avis, un des livres les plus importants du monde contemporain islamique, qui avait dit dans son livre, je le cite, le monde musulman, ou les musulmans, ont arrêté de réfléchir. Arrêtez de réfléchir depuis maintenant 3 ans. 300 ans du moins. 300 ans. Et lorsqu'il écrivait, c'était à la fin du 19e siècle du moins. Et début 20e siècle. Il y en a même qui disent que c'était 500 ans. Mais bon, on va retenir juste les 300 ans qu'il a écrit dans le livre. Et on voit que ça tombe un peu à la fin de l'âge d'or musulman. Et malheureusement, de nos jours, le problème de la pensée islamique, c'est quoi? C'est qu'on s'est trop casé, on est trop dans le religieux. On est trop dans le religieux, au lieu d'être dans ce qu'on appelle le spirituel, dans la spiritualité. C'est-à-dire remettre en cause, c'est-à-dire remettre en place certaines choses, certaines réflexions, mais aussi en même temps ne pas se dire, comme malheureusement la majorité des musulmans, se glorifier à chaque fois de l'âge d'or musulman. Nous devons nous créer notre propre âge d'or musulman de ce 21e siècle. Et pour ce faire, il faudra que nos religieux, entre guillemets, puissent être en rapport avec le monde contemporain, qu'ils puissent comprendre la monnaie, qu'ils puissent comprendre l'économie, qu'ils puissent comprendre la géopolitique, qu'ils puissent comprendre les relations internationales, qu'ils puissent comprendre le droit international, qu'ils puissent comprendre en fait tout ce qui va avec ce monde contemporain pour avoir une très bonne interprétation, que ce soit des écrits du Coran, mais aussi des hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc, en vrai, on doit être dans cette logique-là. Maintenant, je pense que c'est une des plus grosses problématiques. On est trop religieux. Et encore une fois, je l'ai dit, sur différents problèmes, sur différentes questions, on est trop dans ce qu'on appelle du fiqh. On est trop dans le droit. On est trop dans des choses qui nous regroupent pas. On est plus dans des choses qui nous font diverger. Et donc, moi je trouve que comment on appelle ça, j'ai pas de problème avec le salafi, j'ai pas de problème avec le wahhabi, j'ai pas de problème avec le soufi que je suis. J'ai pas de problème avec les derviches, j'ai pas de problème avec les chiites, je suis sunnite. Pour moi, tout cela, c'est des divergences qui nous amènent à une seule, parce qu'on va te demander juste une chose. Qu'est-ce que tu étais quoi? Et il n'y a qu'une seule réponse. J'étais un musulman. Donc, je pense que ces clivages-là devraient beaucoup plus nous regrouper que d'être en divergence. Donc, je pense que c'est ça. Et surtout revenir sur l'âge d'or musulman. Il faut que les gens sachent que le Coran est intemporel. Encore une fois, chaque livre qui est descendu a un moment bien défini comment on appelle ça, de pratique, si je peux l'appeler comme ça. Et un contexte. Ouais, un contexte. Tu vois, ça a un espace temporel. Et cet espace temporel-là, que ça soit la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament,
que ce soit les évangiles, que ce soit les psaumes de David, que ce soit la Bible, le Nouveau Testament, que ce soit le Coran. Ils ont tous des espaces temporels. Et le Coran, qui est le livre qui est sorti en dernier, et qui a été, dont le messager, le prophète, qui a été le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il nous l'a même dit. C'est un message qui est de 622 jusqu'à la fin des temps. Pourquoi certaines personnes veulent réduire en fait De limiter à la vie du prophète. bien ces réflexions qu'à la vie du prophète, c'est-à-dire les 10 ans qu'il a vécu, 622 à 632, les 10 ans qu'il a vécu par rapport au processus du message qu'il délivrait. Il ne pouvait pas tout dire en 10 ans. Et c'est à nous d'interpréter par rapport à notre génération, par rapport à ce qui se passe. C'est pas pour rien que le prophète dans son hadith qui est dans Muslim, qui est dans Bukhari, qui est dans les hadiths Qudsi, Hisni, il avait dit: dans ma communauté, il y a 2 averses de pluie. La première averse de pluie, ce sont mes compagnons, les Sahaba. Et la dernière averse de pluie surviendra du moins à la fin des temps. On sait tous qu'on est à la porte de ça. Parlons-en, l'eschatologie. L'eschatologie musulmane. On sait tous qu'on est à la porte de ça. Et nous devons, nous musulmans, en tout cas pour ceux qui sont éveillés, de tout faire pour faire partie de cette averse de pluie. Et cette averse de pluie est toujours mise en parallèle, cette dernière averse de pluie est toujours mise en parallèle avec ce qu'on appelle le Hidr. Le Hidr, c'est celui qui s'était rencontré avec le prophète Moïse Moussa. Et l'histoire a été décrite de la sourate Al-Ithra jusqu'à la sourate Al-Qaf. Et c'est un récit très passionnant. Je vais pas. Chez les Sénégalais, on dit Houdar. Voilà, Houdar, exactement. Exactement. Au Sénégal, dans la langue du Houdar. Et ce Khidr-là, pour moi, représente les personnes qui vont amener cette nouvelle averse de pluie. Et ces personnes-là, comme ça a été expliqué, que ce soit dans les écrits soufis, que ce soit aussi par le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, encore une fois à travers les Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Je veux que les gens aussi fassent des homework. Je ne suis pas là pour donner toutes les réponses. Il faut que les gens aillent à la quête de la recherche ou des recherches. Donc, fassent des recherches du moins. Ça, je pense que c'est une chose, moi, pour ceux en tout cas qui deal avec moi, pour ceux qui bossent avec moi, savent que je préfère que la personne fasse des recherches plutôt que je lui donne une réponse assez facile. Et donc, je disais que ce Hidr-là est comme une personne qui prend une graine, qui le sème au niveau de ton cœur, qui l'arrose à travers ses paroles, à travers, comment on appelle ça, les échanges que tu as. L'interaction. Et ça permet à la graine de germer. Et ça, c'est extraordinaire. Et il faudra vraiment que l'élite musulmane se remette en cause. Il faudra vraiment que l'élite musulmane se remette en cause. Comme le disait un cheikh, Cheikh Imran, qui disait que nous musulmans, surtout les musulmans contemporains, notre principal objectif c'est d'aller dormir, non, du moins de se lever, d'aller travailler. Bon, je ne pense pas le mot travail, je pense qu'on en parle là. D'aller travailler, de nous occuper de nos femmes et d'aller dormir. Après, il disait que je vais oublier de manger du biryani
Le biryani, c'est le plat principal du Pakistan. Donc, c'est ça en vrai. Le musulman maintenant est trop dans le besoin par rapport au monde. On est trop dans l'émotionnel. On est plus spirituel. C'est à se demander même à quoi nous sert la prière. On fait chaque jour les 5 prières. C'est à se demander à quoi nous sert la zakat. Ça, la zakat, on en parlera ce soir dans la partie économique. C'est à se demander à quoi nous sert Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc, C'est un pilier, quoi, qu'on appelle les piliers. Effectivement, c'est vrai. À quoi nous sert en vrai ces piliers? À quoi sert un pilier s'il n'y a pas quelque chose qui se pose au-dessus? Ouais, parce qu'il y a une différence. Vous savez, c'est ce que je disais à un ami hier. Il y a une différence entre la foi et la raison. On ne peut pas tout le temps être dans la foi. On peut pas, ça, si on nous dit d'aller prier, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière la prière. Il faut comprendre la raison pour laquelle on doit prier. Quelle que soit la confession. Quelle que soit la confession. Le jeûne. Pourquoi on doit jeûner? Ça, c'est la raison qui te le permet. Tu dois réfléchir pour savoir. Tu dois faire des recherches. Et chaque personne, Allah Tout-Puissant donne à chaque personne des, comment on appelle ça, des signes qui sont propres à cette personne. Donc ça ramène encore l'aspect expérience. Parce que ça, c'est une expérience religieuse par soi-même, à travers l'égoïté. Peut-être ça, on peut parler de égoïté et tout. Donc oui, c'est ça. Et pour revenir à l'eschatologie musulmane, je pense que j'en ai développé un peu. Et pour juste ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que ça veut dire l'eschatologie, c'est juste la fin des temps. Il y a l'eschatologie chrétienne, il y a l'eschatologie musulmane, il y a l'eschatologie des Védas. Les Védas, c'est les écritures hindoues. Il y a, en tout cas, sur tous les livres, il y a une eschatologie, la fin des temps, comment ça a été décrit. Notre eschatologie est un peu en rapport aussi avec l'eschatologie chrétienne. Donc, je pense que c'est ça. Après, peut-être s'il y a des questions plus spécifiques par rapport à l'eschatologie, à la fin des temps, je suis preneur. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'égoïté, on va dire de falsification de l'ego, si on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans la perspective aussi de l'allégorie de la caverne, des questions de l'ombre, de la lumière, d'accession à cette lumière. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de l'ego? On retourne chez Platon. Platon nous dit dans l'allégorie de la caverne, c'est-à-dire nous sommes tous au niveau de la caverne, il n'y a pas de lumière. Il y a quelqu'un parmi nous qui rampe jusqu'à apercevoir une lumière. Et il sort, il se rend compte qu'au-delà de cette grotte, il y avait une autre vie. Il y avait une autre source de vie. Il sort, il découvre et il revient au niveau de la grotte. Il en parle aux autres. Les autres lui disent qu'il est fou. Cela nous ramène à ce qui se passait avec... ça, c'est le philosophe. Hein. Ça, c'est le philosophe. C'est la personne qui amène tout le temps de nouvelles perspectives. Qui, malheureusement, cette personne-là qui amène de nouvelles perspectives est taxée de nos jours de complotiste. Semble défier l'ordre établi. Exactement. Il est taxé de complotiste.
il est taxé aussi soit de communiste si on est du côté américain ou occidental, si on est du côté comment on appelle ça, sino-russe, et qui est taxé de peut-être des fois de fascistes par-ci, de complotistes aussi de part et d'autre. En tout cas, c'est ces deux blocs-là. Bon, ça, c'est le côté géopolitique, on en parlera. Mais pour parler de l'ego et de l'égalité, en vrai, vous savez, moi, peut-être je vais juste en parler un peu parce que c'est très profond. Et encore une fois, je le répète, je veux être en concordance avec les gens qui m'écoutent et surtout avec la jeune génération, avec même l'enfant de 5 ans, de 4 ans, de 3 ans qui écoute avec ses parents cette interview. J'avais dit à quelqu'un, en fait, l'ego est extrêmement important dans l'islam. Il me dit non, tu ne dois pas avoir d'ego, et ceci. C'est parce que tu as une mauvaise perception de l'ego. L'ego, c'est soi. Et le soi est extrêmement important dans l'islam. Dans toute spiritualité. On peut s'en rendre compte avec Confucius, on peut s'en rendre compte avec dans les écritures Védas même, on peut se rendre compte. Connais-toi toi-même. Ouais, exactement, connais-toi toi-même. Donc, en fait, c'est ça l'ego. Maintenant, dans l'ego, il y a ce qu'on appelle l'égoïsme, il y a ce qu'on appelle l'égoïté. L'égoïsme, tout le monde sait ce que c'est, c'est-à-dire vouloir quelque chose soi-même, pour soi-même, qu'avec soi-même et sans les autres. L'égoïté, ça c'est beaucoup plus spirituel. C'est en vrai la relation. C'est ce que je dis. Lorsque tu te poses la question, tu es à quelle étape de la vie? Toi-même, tu dois te remettre en cause. Tu dois voir toi-même, est-ce que tu vis? Voir à travers le Tout-Puissant, Allah, est-ce que tu vis? Mais aussi en même temps, à travers une autre personne, un ami, l'aspect de ta vie. Lorsque je parle de vie, c'est assez large. C'est très très large. C'est en rapport avec les 3 expériences dont on en parlait tantôt. Et je pense que c'est un aspect extrêmement important, cet aspect égoïté. Et pour en parler même d'égoïté, c'est pour cela, dans le Coran, on te dit que Allah est proche, est le plus proche, et même proche jusqu'à ta veine jugulaire. Donc, ça c'est très profond. C'est très profond. Donc, pour être en phase en même temps avec tout, comment on appelle ça encore, l'égoïsme que l'on vit en ce moment. Peut-être qu'on en parlera après, mais c'est un aspect extrêmement important parce qu'on est tous égoïstes malheureusement. Au lieu de cultiver notre ego à travers l'égoïté, mais on le cultive à travers l'égoïsme. Et malheureusement, c'est ce que le système nous prône et veut nous faire prôner à travers l'école, à travers le travail, le boulot. Même si j'aime pas encore une fois le mot travail, qui vient de tripalium, qui est un instrument, qui est un trépied, un instrument de torture. Et moi, c'est pour cela que j'ai dit au début que je pouvais bien dire je suis ingénieur. Je pouvais bien dire que je suis un essayiste. Mais non, j'ai dit que j'étais un être humain. L'être, c'est extrêmement important. Je suis un être humain d'abord, avant d'être ce que je pratique. Voilà. C'est comme lorsque tu es dans une entreprise ou bien lorsque tu es
ils vont m'excuser, hein, lorsque tu es à General Motors et qu'il, comme ce qui s'est passé il y a pas longtemps, bon, c'est vrai, ça fait maintenant tout le temps en 2016, lorsqu'ils ont licencié 300 000 personnes et que le PDG sort pour dire que je n'y pouvais rien, c'est la loi du marché. Je l'ai fait à contre-cœur, je dois le faire sans état d'âme. Mais si tu le fais sans état d'âme, c'est que tu n'es plus humain. Parce que l'âme est l'être. Et donc, Tu es dicté par une autre loi qui n'est pas celle de l'être humain. effectivement. Et je pense qu'on va directement vers, comme l'avait dit, comme l'a si bien développé George Orwell dans un de ses livres 1984 1984. et aussi dans La ferme des animaux. Donc, je pense que c'est ça. C'est intéressant la référence à George Orwell. Bon, on invite justement les internautes à aller voir l'idéologie, la pensée, la portée d'une œuvre aussi futuriste, on va dire, de George Orwell. On va passer à la politique, à la géopolitique. Oh, le nerf de la guerre. Même si moi j'aime bien la politique, parce que la politique ce n'est que la gestion de la cité ou bien la gestion de quelque chose. Et donc ils ont fait exprès de faire tout pour que les jeunes ne s'y intéressent pas, afin que les vieux dinosaures continuent à chaque fois de nous asphyxier. Bon, belle transition vers le Sénégal, donc la trajectoire politique du Sénégal. Aujourd'hui, on remarque de plus en plus ces trois phases-là, ou bien ces trois niveaux-là qui peuvent s'entrecroiser, se mélanger, être cumulatifs ou progressifs. C'est un peu la méfiance par rapport à l'ordre politique établi, la défiance et très souvent la désertion. On a peut-être ces trois phases-là qu'on voit de plus en plus. La désertion, c'est l'abstention sur les questions électorales, même si l'élection ne définit pas le caractère d'un citoyen. La méfiance, c'est la tendance qu'on a à dire ça c'est de la politique, il ne faut pas trop s'en approcher. La défiance, c'est de plus en plus ces aspects de violence, de manifestation, de contestation de l'ordre établi. Donc comment est-ce que vous analysez la situation politique du Sénégal en prenant en compte sa trajectoire? Vous savez, je commence avec sur ce, vous avez terminé par rapport à tout ce qui est violence, à tout ce qui est manifestation et autres. Bon, on est dans le Sénégal, on est dans une culture de paix. Bon, à mon avis, c'est un pays hypocrite, à mon avis. Je trouve que, je sais qu'encore une fois, je serai fusillé dans les commentaires, mais bon, moi c'est mon avis et je dois être libre, encore une fois, je le dis. La liberté est la base de tout, parce que, en tout cas, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans le Coran, vous savez, je suis très spirituel, vous m'excusez à chaque fois, parce qu'à mon avis, pour moi, ça va de pair. Il n'y a pas de... C'est pour cela que je fais la différence entre la religion et le dîme. Donc, Pas d'être sans esprit. voilà, exactement. Donc du coup, moi je trouve que la liberté est extrêmement importante parce que on sait tous que Adam, bien Adam, en tout cas, Lucifer ou Satan a refusé de se prosterner devant Adam. Et bon, c'est apprendre aussi aux gens parce que j'ai entendu un homme politique dire en fait que, en tout cas affirmer que Adam, que du moins Lucifer ou Satan ou Shaitan était un ange. Bah ça c'est purement faux, c'est faux.
Satan, Lucifer était un djinn. Donc, parce que bon, c'est tout à fait logique. Il n'y a que les êtres humains et les djinns qui ont le libre arbitre. Donc bref, je disais juste que la liberté est importante parce que même Allah a donné la liberté à Satan, a donné la liberté à Shaitan, alors qu'il a défié le Tout-Puissant, il a défié l'autorité. Et ça, c'est intéressant ce mot autorité, je vais y venir après. Il a défié l'autorité. Et donc, du coup, même en défiant cette autorité-là, ce mot autorité est extrêmement important. En défiant cette autorité-là, Allah l'a laissé. Il a demandé à Allah, je veux te montrer que ces gens-là, ou bien que ce peuple, ou bien comment on appelle ça, ces êtres ne sont pas dignes d'être sur terre, mais aussi ne sont pas dignes que je procède devant eux. Parce qu'ils sont faits de terre, d'argent, et moi je suis fait de feu. Et donc, il a demandé une requête au Tout-Puissant pour qu'il puisse venir avec nous et nous défier. Qu'il le lui a donné dans sa future exaltation et de la liberté. Naturellement, il le lui a donné. Donc la liberté est extrêmement importante parce que même lui, Allah, nous l'apprend. Donc, je disais par rapport à l'autorité, pour revenir à la politique, l'autorité politique. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'autorité politique. Je trouve que ce sont des responsables politiques. Le président n'est pas une autorité, mais c'est un responsable. L'autorité, dans sa valeur intrinsèque, dans son étymologie, veut dire quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire obligatoirement sans pour autant que tu te poses de questions. Moi, personnellement, en tout cas, en ce qui me concerne, et sur ce que je comprends, tant l'islam dans ce que je suis, la seule autorité que j'ai, ce ne sont pas les Nations Unies, ce ne sont pas l'Organisation mondiale de la santé, ce ne sont pas les présidents qui nous dirigent, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est extrêmement important c'est-à-dire de régler ce problème-là et de revenir pour dire qu'ils ne sont pas encore des autorités, mais ils sont des responsables. Et un responsable se doit de faire et de respecter la responsabilité qui lui est incombée. Responsable comme celui qui a l'habilitation de répondre. C'est exactement ça. Et donc, pour revenir à la situation politique du Sénégal, moi je trouve que ces violences, elles sont entre guillemets positives, même si ça reflète des fois de l'abruti. Excusez du terme, c'est pas un terme pour les enfants qui écoutent. C'est ça. C'est vrai que des fois il y a un aspect abruti derrière, et il y a aussi, c'est tout à fait normal, sur toute une foule, tout le monde ne peut pas avoir la même capacité de faire quelque chose. Mais moi je trouve que ces violences-là, tout ce qui se passe, elle est très positive. Pourquoi? En fait, ça dépend, tu vois, de l'aspect où tu vois ça. Mais c'est parce qu'il y a une phrase qui me venait de... donc que j'ai réfléchi beaucoup de fois. Une phrase qui me venait de Thomas Sankara, qui disait que lorsque les peuples se rendront compte, ou se rendent compte de plus en plus de ce que les dirigeants font, de ce qui se passe, se rendront compte du système mis en place. Encore une fois, je le répète, le système, moi, que je parle, est différent du système d'un opposant politique qui peut être défini comme un microsystème dans un système. Moi, je trouve que je peux même peut-être le nommer ou pas. Voilà. Donc, en tout cas, le système qu'il veut éradiquer, je trouve que c'est un bon processus, en tout cas sur ce où nous sommes, parce que c'est un microsystème à court terme, mais cela ne va pas régler le problème. Et donc, du coup, par rapport à ça... Après, s'il a envie d'en débattre, il n'a qu'à venir et qu'on en parle. Ouais, effectivement. Moi, je suis prêt pour un débat. Je suis prêt pour un débat avec tout opposant, avec tout politicien. Je ne suis pas
encore politique, Mhm. mais c'est juste des débats d'idées. Parce que moi, je trouve que la politique, c'est ça. C'est pas n'importe qui doit faire la politique. Et c'est pas aussi juste parce que je suis docteur ou parce que je suis professeur agrégé que je dois faire de la politique, que tout ce que je dis est vrai. Donc, par rapport à la violence, comme je disais, ce que Thomas Sankara disait, tant que les peuples se rendront compte de tout ce système-là, les révoltes vont beaucoup plus se multiplier. Et cette violence-là n'est pas juste, c'est pas juste au Sénégal, la France, les États-Unis, l'Europe de manière générale. On voit tous ce que l'Europe vit à travers cette inflation galopante. On voit tous en fait ce qui se passe en ce moment en Amérique du Sud. On voit tous en ce moment ce qui se passe un peu au Canada, en Amérique du Nord en tout cas. Et donc c'est quelque chose qui est global, c'est quelque chose qui est général. Et c'est pas parce que les gens deviennent beaucoup plus violents, mais c'est parce que les gens, malheureusement, commencent à se rendre compte du système qui a été mis en place depuis 70 ans. Et chaque 70 ans, il y a un changement de système. Ça, c'est un cycle qui est défini, que les gens savent. En tout cas, la plupart des gens qui connaissent le système monétaire, comment ça s'est passé, mais aussi en même temps ceux qui sont du moins en géopolitique, ainsi de suite. Donc, chaque 70 ans, et on est arrivé à ces termes de ces 70 ans-là, et je pense que cette révolte-là sera beaucoup plus sanglante. Et en ce qui concerne le Sénégal, alhamdoulilah, vous dites à chaque fois, nous avons quand même, comment on appelle ça, encore des, lorsqu'il y a du feu, là, Les extincteurs. nous avons des extincteurs, Les régulateurs des sociaux. régulateurs sociaux. Et je pense que ces régulateurs sociaux-là sont importants. Je pense que c'est ce qui fait en vrai cette paix-là, entre guillemets, du Sénégal. Mais encore une fois, je le répète, cette paix du Sénégal est à 90% hypocrite. Parce que vous savez ce qui se passe, après que on en parle dans l'économie, c'est que tant que moi, je ne suis pas affecté par rapport au système, je n'essaye pas en fait de me, entre guillemets, rebeller ou entre guillemets d'être contre ça. Et ça, c'est un aspect hypocrite. Et je pense que ça fait partie aussi des choses qui ont fait reculer le Sénégal, qui en 63 avait le même PIB que la Corée du Sud. Maintenant, la Corée du Sud fait partie des plus grandes économies du monde. Et c'est la population, à mon avis, c'est pas les politiciens, comme les gens le disent, mais c'est la population qui est défaillante, c'est la population qui est hypocrite, c'est la population qui ne vit pas l'islam. En tout cas, pour la plus grande partie. Merci, belle transition. La place de la religion dans la politique au Sénégal. La question de la laïcité, la place de la religion. Déjà, religion. Moi, je n'aime pas trop le mot religion, en tout cas, en ce qui concerne lorsqu'on parle de l'islam, je préfère le mot din, parce que din veut dire en fait une manière de vivre. C'est-à-dire, je vis comme ça, je suis comme ça, dans tout ce que je fais, je tiens en compte en fait sur ce en fait je me base. La source de gouvernement. La source de gouvernement, effectivement. Ça, c'est même le premier chapitre du livre, donc je pense qu'on en reparlera après si je me trompe. Donc, en fait, c'est ça, din. Et, Mais ici, je dis religion parce que on se définit comme le Sénégal se définit comme une république laïque. Et donc, il y a peut-être une autre religion qu'on... Ouais, effectivement. Bon, après, cette laïcité aussi, elle est hypocrite. Allons-y. Cette laïcité est carrément hypocrite. Pourquoi je le dis? Parce que, personnellement, je ne le cache pas, l'islam est laïque. Pour ceux qui savent ce que c'est l'islam est laïque.
Parce que dans l'islam, on permet, dans un pays où on applique les lois de l'islam, on permet aux personnes, aux gens qui ne sont pas dans l'islam, de pratiquer leur culte normalement, d'être jugés à travers leurs livres ou autres, même s'il y a des taxes à payer et ainsi de suite. Mais l'islam est laïque, purement laïque. Maintenant, ce terme laïcité, bon, avant même de parler de ce terme laïcité-là, je rends un vibrant hommage à nos frères et sœurs chrétiens et chrétiennes qui sont très, très ouverts d'esprit, qui sont vraiment en fait des personnes, en tout cas en ce qui concerne le Sénégal, qui sont des personnes très croyantes et en tout cas moi qui me permettent aussi d'augmenter ma foi et de pouvoir échanger de manière égale, si je peux l'appeler comme ça, et d'être à la quête d'une vérité. Et donc, lorsque je parle d'une vérité, c'est de beaucoup plus comprendre le Tout-Puissant. Donc, moi, en religion, comme je dis, à mon avis, c'est une pratique. C'est juste pratiquer. Alors que l'islam, ce n'est pas juste pratiquer, ce n'est pas juste prier. L'islam, c'est un mode de vie. Même si, bon, après, d'autres vont me dire que religion vient de relikhare, qui veut dire relier, ainsi de suite. Mais en fait, je suis dans la conception de ça. Et même la partie religion, si vous constatez bien, depuis le début, je n'ai jamais parlé de Dieu. Donc, parce que Dieu, là où ça vient sur son côté étymologique, c'est Zeus avec l'éclair et autres. Donc ça, par rapport nous à ce que nous sommes en tout cas pour les gens du livre, que ce soit le christianisme, le judaïsme, comment on appelle ça, l'islam, étymologiquement, on doit pas en tout cas, je trouve qu'on ne doit pas dire Dieu. Et parce que aussi, lorsqu'on parle de Dieu, il y a la possibilité d'avoir plusieurs dieux. Donc, ça aussi, c'est extrêmement important. Et donc, cet aspect unicité-là, on en perd. On en perd. Et je pense que c'est cela qu'à chaque fois je parle de Allah, parce qu'à mon avis, c'est un nom propre, en fait, qu'il veut qu'on l'appelle. En tout cas, ça a été vu, que ce soit dans plusieurs sourates et autres. Donc, c'est ça, c'est pour ça que par rapport à la religion, c'est ça. Maintenant, par rapport au contexte, encore une fois, sénégalais, moi je trouve que, encore une fois, je le dis, les musulmans sont hypocrites au Sénégal. En tout cas, ça, c'est mon avis. Ils sont très hypocrites. Moi, je dirais beaucoup plus. Si on prend malheureusement, je m'excuse, je n'ai pas les chiffres, mais si on prend, si chacun prenait dans son entourage une personne qui fumait, une personne qui boit de l'alcool, une personne je ne juge personne, hein, une personne qui fait de l'adultère, ainsi de suite. Même si ça, c'est dans un autre niveau pour pouvoir dire que cette personne fait de l'adultère, parce que il y a des critères. C'est un jugement très compliqué. On se rend compte que ce ne sont que les musulmans qui le font. On s'en rend compte. Et ça, c'est très dommage. Et donc, c'est un aspect aussi hypocrite par rapport à ça. Mais aussi, l'autre aspect hypocrite. Vous savez, je ne veux pas parler de la religion chrétienne, parce que je n'en fais pas partie. Je ne vais pas critiquer cette religion, parce que je n'en fais pas partie. C'est comme lorsqu'une personne me dit que oui, comment on appelle ça, la Russie est comme ça, Poutine est comme ça, et ainsi de suite. Moi, c'est pas mon problème. C'est pas moi qui ai élu Poutine. C'est les Russes qui ont élu Poutine. Donc, vous m'excuserez, en fait, je ne vais pas parler de la religion chrétienne. Donc, je pense qu'un chrétien serait beaucoup plus adapté pour en parler. Moi, je suis là
pour la convergence des deux communautés. Donc, c'est ça. Et donc, du coup, par rapport aux musulmans, bah, tant que ça nous arrange, on veut appliquer les lois qui se trouvent au niveau du Coran. Et si ça ne nous arrange pas, bah, tant mieux, quoi. Bah, ça, c'est un aspect hypocrite. Et je vais en donner deux exemples. Le premier exemple, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si une personne fait quelque chose, mais tue une personne, bah, tu dis oui, il faut que l'on, comment on appelle ça? On applique la peine de mort. Il faut que l'on applique la peine de mort. Non, je suis désolé. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est très hypocrite. Il y a deux choses. Soit tu appliques carrément ce que le Coran te dit, ou bien soit bah, tu deviens un hypocrite. Il n'y a que ces deux possibilités-là. Il n'y a que ces deux possibilités. Et donc, du coup, par rapport à ça, par rapport au premier exemple, c'est ça. Et le deuxième exemple, c'est quoi? C'est l'aspect homme-femme. La relation homme-femme. Combien de fois Encore une fois, je le dis, je ne juge personne. Je ne juge personne. Combien de fois tu peux voir, en fait, un musulman et une musulmane en train, je vais dire, De saluer, de serrer la main. bof, peut-être là, d'autres vont me dire que je vais entrer dans le fiqh, mais je veux juste donner un exemple patent. Ouais, comment tu peux voir un musulman et une musulmane s'entrelacer, hein, se faire en fait des fornications mineures. Et c'est dommage en fait. C'est très dommage à mon avis. C'est très dommage. Et donc du coup, je pense que ça me revient à l'exemple que je voulais dire. Si on prend l'exemple de l'homme. Déjà de base, il faut que vous sachiez une chose. Et ça, c'est une étude qui me l'a permis en vrai. Sur 55 femmes, ces 55 femmes ont été toutes au moins abusées sexuellement. Je parle sexuellement, ce n'est pas juste, comment on appelle ça, physiquement, mais aussi sur la parole, sur le truc, ainsi de suite. Et ces 55 femmes-là, c'est tout le temps le même processus que l'homme fait. C'est pour ça que je dis à chaque fois qu'on a un certain problème au Sénégal. C'est que il y a beaucoup de pervers narcissiques. Ça, c'est une maladie psychologique. Peut-être je n'aurai pas le temps de développer ça ici, mais il y a beaucoup de pervers narcissiques. Et pourquoi j'en parle? Pour le mettre en rapport avec l'islam et autres. C'est parce que, en vrai, qu'est-ce qui se passe dans nos foyers? C'est que nous, on pense que la femme, en fait, on pense que l'homme a l'autorité sur la femme. Vous savez, j'amène le mot autorité encore, a l'autorité sur la femme. Moi, je trouve que c'est pas vrai. L'homme a la responsabilité sur la femme. La femme aussi doit vivre sa religion comme vous voulez. Hein? Et comment on appelle ça? Si l'homme ne lui dit pas, c'est-à-dire si l'homme lui dit quelque chose qui n'est pas en rapport avec sa religion, entre guillemets, bah, il ne doit pas l'accepter. Donc nous prenons dans notre société, dans nos foyers, cet aspect-là, donc qui va faire dire, ou bien qui va nous mettre la femme dans une position où on lui dit que, en wolof entre guillemets, c'est jëkkër lu mu la wax da nga ko war a def. Je pense qu'ils ont très mal compris La question de l'autorité. la question en fait d'autorité. Même en fait, si tu vois bien dans le Coran, les mots arabes qui sont utilisés ne reflètent même pas autorité, ça reflète la responsabilité. Et donc du coup, vous savez une chose, moi je ne suis pas, en fait, bon, j'espère que j'en aurai, Inch'Allah,
Je reviendrai. Je ne peux pas venir dire à ma femme, tu es obligé de te voiler. Je te sais un exemple comme ça, tu es obligé de te voiler. Non. Je dis que tu dois faire ça, ainsi de suite. Maintenant, c'est à elle seule de voir si elle veut se voiler ou pas. Bah, si tu ne peux pas vivre avec ça, bah, je suis désolé de vous divorcer. Mais tu n'as pas le droit à l'obliger à le faire. Donc ça, c'est un aspect dans notre société, dans nos foyers, qui est dommage et qui fait, encore une fois, je le dis, qui asphyxie les femmes. Et qui amène la femme dans une logique de soumission abusive. Parce que la femme, moi je pense que la femme doit se soumettre à l'homme. Mais pas dans la soumission autoritaire, mais dans la soumission responsable. Donc, j'avais expliqué tantôt ce qui était responsable, je pense que je ne vais pas y revenir. Mais encore une fois, je le répète et je le dis. L'homme est responsable de la femme, mais n'est pas autoritaire de la femme. Ça, je pense que notre population, notre foyer particulièrement musulman du moins, doit tenir en compte cela. Il doit savoir faire ces rapports-là. Quand je le dis, je vais piquer. Moi, je suis en train de piquer, de lancer des pics à mes confrères hommes. Quand on est dans une logique de femme, ou bien de prendre une femme, bah, on amène l'islam, on amène les textes. Alors que s'il y a des conditions bien définies, il y a des conditions bien précises pour avoir ces quatre femmes-là. Et c'est des problématiques, c'est de grosses problématiques dans nos sociétés qui devront être développées par un sociologue aussi, et aussi par des gens qui connaissent les écrits, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam. Donc, je pense que c'est un aspect, c'est des aspects extrêmement importants de la religion. Juste pour dire en gros, et je le répète, la religion entre guillemets au Sénégal est hypocrite. Passons, tout à l'heure on a parlé de cette crise-là, de la violence un peu partout dans le monde politique, partout dans le monde. Et il est peut-être important de s'interroger sur le modèle qui a, on va dire, triomphé de la guerre froide, si on veut parler comme Francis Fukuyama, quoi, qui a triomphé de la guerre froide. Et donc aujourd'hui, on est dans un monde qui prône plus la question de la démocratie, des droits humains, sur un nouvel ordre, une nouvelle vision du monde, que ce soit politique ou social. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement de cette crise de la démocratie? Bon, déjà, c'est des mensonges. Moi, je trouve que la démocratie, ça n'existe pas. C'est pas la démocratie. La démocratie, ce n'est pas aller vers, entre guillemets, ce qu'on appelle le suffrage universel, aller voter, et ceux qui ont voté représentent juste que 10%. Je suis désolé, ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça, ce n'est pas du tout de la démocratie. Si je prends l'exemple, si je ne me trompe pas, bon, encore une fois, je ne suis pas en train de faire de la politique. Si je prends l'exemple du président Macky Sall, comment il a été élu, bah, il y a que, si je ne me trompe pas, en tout cas, les fact-checkers vont aller voir, il y a eu que 12% des Sénégalais. Pas les Sénégalais, 12% de ceux qui ont voté. Et je pense que ceux qui ont voté étaient entre 4 et 5 millions. 12% de ces 4-5 millions qui ont voté au premier tour pour le président Macky Sall. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que donc, le président Macky Sall, en vrai, il n'y a eu que 12% des 4 millions. Vous savez, malheureusement, c'est ça le problème du Sénégal, il n'y a pas de chiffres. C'est pour cela je prends des trucs un peu partout et j'essaie de prendre la moyenne. 4-5 millions. Donc, c'est 12% de 4-5 millions. Sur 17 millions. Sur 17 millions qui ont voté pour le président qui nous dirige en ce moment. Et ça, vous l'appelez démocratie. Mais je suis désolé, ce n'est pas de la démocratie.